Merci à tous les quatre. On entend depuis tout à l'heure des entreprises totalement engagées dans cette transformation durable et c'est justement sur ces sujets que la nouvelle génération les interpelle. Écoutez. D'abord une entreprise qu'elle se forme et qu'elle s'informe sur les sujets environnementaux, qu'il s'agisse de son impact sur le climat, sur la biodiversité ou même sur la santé humaine. Donc qu'elle sensibilise ses parties prenantes, qu'elle forme tous ses employés à ces enjeux et qu'elle sache contrôler son impact aussi bien en amont sur sa chaîne d'approvisionnement qu'en aval, l'impact de ces produits, la façon dont ces produits vont être recyclés, vont pouvoir être mis en valeur lorsqu'ils sont en fin de vie et pouvoir s'interroger aussi, se remettre en question, se demander si elle répond vraiment à un besoin et si oui, comment faire en sorte que ce besoin, la réponse qu'ils apportent à ce besoin ait le moins d'impact possible sur la planète. Pour moi, une des qualités principales qu'on devrait avoir, ce serait la flexibilité. Je pense qu'on devrait aussi s'intéresser un peu au code parce que c'est quelque chose qui nous entoure et qui va très probablement changer le monde. 3 compétences. En premier, la compétence digitale, qui est fondamentale dans un monde qui continue à se digitaliser, notamment post-Covid. Ensuite, la compétence ESG, qui est clé également. Et enfin, une compétence un peu plus personnelle, qui est pour moi la résilience des collaborateurs, la capacité à se réinventer dans un monde qui évolue et change énormément. Et c'est maintenant aux dirigeants de Crédit Agricole de prendre la parole. Guillaume Lefebvre, directeur général de l'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole, et Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint en charge du pôle technologie et digital. Ils répondent aux questions de Stéphanie Foch et Thierry Happ. Bonjour Guillaume Lefebvre. Bonjour Jean-Paul Mazoyer. Bonjour Stéphanie. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de transformation et de compétences d'avenir. En matière de transformation, je pense que le Crédit Agricole est un très bon acteur et observateur de ce qui se passe dans la société, puisque vous êtes une banque mutualiste, vous êtes partout sur les territoires, vous avez une dimension aussi internationale, et la banque, on sait que c'est ce qui va irriguer l'économie du pays. Donc, peut-être une première question à Jean-Paul. Pour vous, ces transformations de société qui s'opèrent, comment elles impactent le groupe Crédit Agricole ? Ces grandes tendances de société, ces grandes évolutions, je dirais qu'il y en a 2 ou 3 qui sont très importantes pour changer l'économie. C'est évidemment la décarbonation de l'économie avec un net zéro à horizon 2050 qui va complètement changer la façon dont l'économie doit fonctionner, se verdir. Il y a évidemment tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il y a le numérique ou l'équilibre entre le numérique et l'humain. Il y a le rééquilibrage entre le local et le global. Il y a l'économie de l'usage plutôt que de la propriété. Bref, ça fait un ensemble de choses. Mais je retiendrai les 2 premières, c'est-à-dire la décarbonation et la RSE, en vous disant que le Crédit Agricole, en tant que premier financeur de l'économie française, est dans une obligation de faire et d'aider ses clients à faire. Nous sommes une banque universelle, ça veut dire que nous traitons tous les clients pour tous leurs besoins et notre responsabilité, c'est d'aider ces acteurs économiques, que ce soit des particuliers, des professionnels, des agriculteurs évidemment, des entreprises, des petites jusqu'aux très grandes, de les aider dans leur transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit sociale, sociétale. Évidemment, le monde de l'agriculture et du monde agroalimentaire qui doit changer et sur lequel nous avons une responsabilité. Gros enjeux. Hein. Évidemment, gros enjeux. Et donc, nous avons une responsabilité d'aider nos clients, mais également pour nous-mêmes de flécher l'épargne et les investissements vers une économie décarbonée, une économie verte. Donc, c'est une sorte de responsabilité de banque de la vie ou de banque des responsabilités dans ces domaines-là. Stéphanie, peut-être ? Oui. Alors, en fait, le numérique est au cœur de la transformation de la banque. J'ai beaucoup aimé votre vision de la transformation digitale. En fait, vous inversez les paradigmes. Donc, vous nous dites que la technologie, dorénavant, précède la stratégie. Vous nous avez dit aussi que les clients n'attendaient plus
un homme augmenté, mais une machine augmentée par l'homme. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? Oui, c'est un tout petit peu philosophique, pardon, la technologie précède la stratégie. Surtout que j'étais plutôt Aron que Sartre, moi, dans mes études, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il est désormais impossible, quel que soit le secteur d'activité, de bien poser une stratégie pour un dirigeant s'il ne comprend pas les opportunités qu'offre la technologie. Quel que soit le domaine d'activité, et encore plus quand on est dans un secteur comme la banque qui manipule de l'information. Son métier, c'est de manipuler de l'information. Comprendre les opportunités technologiques, ça veut dire être curieux, sincèrement, ouvert aux nouvelles idées. Ça signifie que comme c'est de la stratégie, c'est forcément au niveau du patron de l'entreprise que ça se joue. C'est à lui d'impulser ce mouvement. C'est un chemin, c'est pas une cible, parce qu'on peut aller toujours plus loin, il y aura toujours des choses à faire. Alors, on est dans une phase où il faut absolument engager l'entreprise, la changer pour intégrer cette culture du digital, mais après, ça sera un chemin et on ne pourra pas s'arrêter par rapport à cette transformation technologique. C'est vrai que nous, on a une vision de côté client qui est qu'on doit avoir du digital rehaussé par de l'humain. C'est-à-dire que nos clients ne demandent pas une relation humaine comme avant, mais ils demandent véritablement qu'on leur donne tout en digital, avec la possibilité d'interrompre ou de débrayer un processus pour parler à un humain en responsabilité. Sur les sujets à valeur ajoutée, finalement. Oui, ou sur une procédure qui est trop stricte dans le digital parce qu'elle est binaire par définition, puisque c'est de l'informatique, et où il y a une interprétation possible. Donc c'est ça, ce digital augmenté par l'humain. Mais en même temps, au niveau de nos collaborateurs, il faut véritablement qu'on fasse de l'humain augmenté par du digital. Et l'outil de gestion de la relation client, le CRM comme on dit, devient l'outil central dans cette logique. Voilà, il y a tout ça en fait dans la transformation digitale, et des entreprises comme les nôtres, Crédit Agricole a 50 millions de clients à travers le monde, nous devons devenir des plateformes au même niveau que les grands acteurs, les grands GAFAM, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que nous sommes légitimes de vendre à nos clients pour augmenter ce qu'on appelle pompeusement la lifetime value des clients et la capacité de vendre des offres très globales à nos clients, offres qu'il faut d'ailleurs qu'il faut imaginer en composite avec d'autres acteurs. C'est ça la vision du digital dans une transformation mais monumentale pour des acteurs bancaires comme nous. Merci. Alors si on parle de ces transformations et qu'on le projette dans la formation, on est content de vous avoir avec nous, Guillaume, parce que vous êtes le directeur de l'IFCAM, qui est, je le rappelle, l'Université d'entreprise du groupe Crédit Agricole. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à votre stratégie de formation de tous les collaborateurs du Crédit Agricole, en France et à l'international? Qu'est-ce que ça veut dire également sur les compétences que vous attendez? Parce qu'en préparant cette interview, on a bien compris qu'il y avait 3 compétences qui, pour vous paraissaient essentielles. Et plus largement, nous donner finalement les grandes lignes de la manière dont vous traitez ce sujet pour préparer les collaborateurs à ces transformations. Merci Thierry, merci de la question. Je ne sais pas si c'est 3, en tout cas je ne donnerai pas de caractère forcément limitatif. Alors, le Crédit Agricole, et je m'inscris dans les propos de Jean-Paul, c'est un groupe qui a un ancrage historique très fort. C'est un groupe qui va bientôt arriver à avoir 130 ans, qui s'est structuré autour de valeurs, des valeurs d'ailleurs à caractère universel, qui l'animent depuis de très très longues années. Et comme le disait Jean-Paul, autant en région que sur le territoire national, où, vous le soulignez, à l'international, où nous sommes présents dans 85%, enfin des pays qui représentent 85% du PIB mondial. Alors ces valeurs, quelles sont-elles? C'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs de proximité, on est le Crédit Agricole, c'est des valeurs de responsabilité, c'est des valeurs de solidarité. Alors comment on fait le lien, finalement, entre cet actif incorporel, cette espèce de myéline collective, comment on fait le lien? Et d'ailleurs, il est nécessaire de faire le lien pour que les 140 000 collaboratrices et collaborateurs trouvent un socle commun dans leur diversité, mais unis sur ces valeurs communes. On fait le lien notamment au travers de programmes de formation continue, et j'ai effectivement le plaisir de diriger cette université du groupe Crédit Agricole qu'est l'IFCAM, d'ailleurs à l'instar de certains autres grands groupes mondiaux qui ont jugé que la compétence opérationnelle, puis managériale, puis de leadership était suffisamment importante pour en faire un investissement certes incorporel, mais durable,
dans le temps et spatialement déclinable dans l'espace, bien entendu. On voit bien d'ailleurs qu'au travers de ça, il y a un parti pris un peu démocratique. Et je reviens à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. On s'est doté d'une fabrique de leadership, mais le parti pris, il est finalement de dire on ne naît pas leader. On devient leader. On devient leader par son travail, on devient leader par ses engagements, on devient leader par des processus de formation. Et pour être un peu plus personnel, tant Jean-Paul que moi sommes passés par ces épreuves, je dirais, moins de sélection que de formation exigeante, hein, qui font des leaders faits maison, en quelque sorte. C'est d'ailleurs un groupe attachant où le turnover n'est pas très élevé. Alors, pour répondre à votre question, si on essaye de structurer les valeurs du leadership autour de ces grandes valeurs du Crédit Agricole, alors sur l'engagement, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre déjà à avoir un peu de vision stratégique, quand même, d'accord, et de bien faire effectivement le lien qu'évoque Jean-Paul entre la stratégie et le digital et la stratégie, et ça nous amène à notre sujet, d'ailleurs. Le courage de passer à l'action, il faut avoir un peu d'esprit entrepreneurial, la capacité de transmettre et susciter l'adhésion, mais sans forcer, hein, susciter l'adhésion consensuelle. Sur la partie proximité, on est avec ses troupes. Hein, on se rend proche de ses troupes. Bien entendu, et Jean-Paul le soulignait pertinemment, on se rend proche de ses clients, quel que soit le médium d'accès aux clients. Sur la responsabilité, il me plaît de rappeler que l'étymologie des responsabilités, c'est répondre d'eux. Hein, et effectivement, dans cette pratique, dans cette école du leadership, ou ces pratiques du leadership, les paroles et les promesses engagent ceux qui les font. C'est très important. Et puis, je refais à nouveau un clin d'œil à mon ami Jean-Paul, cette fois-ci en citant Sartre, effectivement. J'aime beaucoup cet aphorisme de Sartre qui dit « La confiance se remplit en gouttes, mais se vide en litres ». Voilà, on tient les promesses. Puis enfin, sur la solidarité, elle s'exprime par plein de choses sur lesquelles on ne s'exprime pas nous-mêmes beaucoup. On dit souvent « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit », mais on s'engage ardemment sur des actions de solidarité en région, à l'international aussi d'ailleurs, sur l'inclusion et notamment le handicap, sur des gestes ignorés par le plus grand nombre heureusement, mais quand nos clients passent par des moments difficiles, dans les techniques de recouvrement, on a des techniques de recouvrement qui en prennent compte également. Donc, finalement, si je vous écoute, à travers ces valeurs, à travers ces approches très proches, je dirais, d'un groupe mutualiste, on a le sentiment que les composantes de demain, elles sont moins technologiques que comportementales. Et que ce que vous visez, c'est finalement le développement d'un mindset, hein, d'un état d'esprit qui restera résolument ouvert sur toutes ces transformations, adaptable, et cette capacité d'engagement, comme vous le dites, hein, qui est très fort, et de collectif. Comment vous voyez les formations que vous allez développer dans l'avenir pour, je dirais, participer et préparer vos collaborateurs à ce sujet, notamment dans le cadre des collaborations que nous avons avec toutes les entreprises qui travaillent dans cet observatoire des transformations et compétences d'avenir? Alors, je vous ai parlé d'universalité, mais il faut quand même donner une perspective, ou un angle, ou un prisme, un parti pris. Hein. C'est difficile de choisir, mais il faut quand même choisir un peu. Donc, nous, la façon dont on le conçoit, et vous allez voir un alignement à nouveau parfait entre Jean-Paul et moi, c'est sous l'angle de l'adaptation sociologique, par adoption de changements de la société au fil du temps. Ce groupe Crédit Agricole que j'évoque, finalement, c'est un animal économique et social qui a réussi à comprendre et accompagner la mécanisation de l'agriculture, qui a accompagné l'accès aux comptes, qui a accompagné l'urbanisation, qui a accompagné la globalisation, etc. Un peu just in time en quelque sorte. Et cette adaptation stratégique et sociologique, elle se traduit par un alignement entre les attentes externes de nos clients, en termes de lieux de consommation. Ils peuvent être virtuels, mais ils sont aussi, et Jean-Paul y faisait référence, toujours physiques aussi, en termes de produits, etc. Et puis cet alignement avec nos collaboratrices et nos collaborateurs qui, eux aussi, justement, créent du lien. D'accord ? Et si le groupe Crédit Agricole est devenu la 10e banque mondiale, c'est sans doute, effectivement, parce que c'est une banque qui pratique bien son métier de banquier, qui est un bon intermédiaire financier.
Mais je pense aussi, et vous allez voir comment on va encapsuler le partenariat qui nous lie, je pense aussi que c'est parce que c'est, au-delà d'un intermédiaire financier, c'est un intermédiaire en relation. C'est-à-dire qu'il a la capacité de créer du lien mutuellement bénéfique, et on n'est pas mutualiste et coopératif pour rien. Et là, il me plaît à citer un autre philosophe, puisqu'on aura mis ça sous le prisme de la philosophie, qui est Gilles de Latour, qui est un philosophe normand, qui dit « Il n'y a pas de création de valeur durable sans partage de valeur ». Alors, une fois qu'on a dit ça, nous, on va encapsuler effectivement ce partenariat, et on est très sensible au fait d'avoir d'autres grandes entreprises à nos côtés, sous ce triptyque qui conduit à être dans le just-in-time en termes d'alignement. Le premier, c'est voir quelle est l'émergence d'une technologie, mais l'envisager, l'imaginer, pour reprendre un des termes du Crédit Agricole, lui donner des images au sens littéral du terme, quel sera son usage dans les pratiques bancaires et assurances, etc., tous les métiers. Deuxième, ce sera initier et former. Et là, effectivement, l'IFCAM que je représente aura vocation à diffuser ça d'abord aux élus, et puis aux dirigeants, et puis à l'ensemble des collaborateurs pour les familiariser avec cette technologie au service de l'usage. Puis enfin, adopter et persévérer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut passer de la théorie à la pratique. Donc s'assurer que par la répétition des apprentissages, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux schémas neuronaux, ils vont se traduire dans la réalité. Donc je pense que c'est une aventure qui va nous mener assez loin, tous ensemble, qui démarre en ce moment et qui va se concrétiser sur les mois et les années qui viennent. Et je le répète, je pense que c'est un gros atout qu'au travers de ce que vous représentez, nous soyons plusieurs grandes entreprises, dont bien entendu le groupe que nous représentons, groupe Crédit Agricole, Jean-Paul et moi, pour collaborer là-dessus, parce que tout en étant divers, je pense qu'on a des problématiques assez universelles. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit, Guillaume, toutes les formations que l'on donne à nos collaborateurs doivent être basées sur un socle avec 3 piliers. La culture générale. La première leçon du commandement, c'est la culture générale, disait De Gaulle. Et je suis fondamentalement d'accord sur le fait qu'il faut absolument avoir une culture générale qui permet d'appréhender le monde dans sa globalité. Une ouverture d'esprit, une sincérité pour aller capter des idées dans d'autres secteurs d'activité en rencontrant le maximum de personnes et en écoutant. Et une capacité à connecter les points, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire à se dire « Tiens, j'ai entendu ça, là il y a une tendance et il faut que je fasse quelque chose avec ». Et c'est ces 3 compétences, ou valeurs, ou comportements, je ne sais pas comment les définir, qui sont, à mon sens aujourd'hui, le socle que doivent avoir tous les collaborateurs dans les entreprises au moment où il y a cette transformation sociétale et digitale. C'est la base de l'innovation, en fait. Exactement, exactement. Il nous reste à vous remercier en tout cas pour cette analyse et cette mise en perspective. Merci d'avoir partagé votre vision et votre expérience sur le sujet. Et j'espère donc à très bientôt pour la suite. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci.